Bonjour à tous et bienvenue dans ce second épisode de Storytime, le tout nouveau format de Join. Storytime, c'est des entretiens exclusifs avec des professionnels du e-commerce. Vous allez découvrir leurs anecdotes, leurs réussites, leurs échecs, les coulisses de leur entreprise, mais on va aussi essayer de diguer dans la vision qu'ils ont de cette industrie qu'est le e-commerce. Je m'appelle Jonathan Zwark et je suis le cofondateur de Join. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Romain Raffard, le cofondateur et ex-CEO de Bergamote, l'acteur e-commerce incontournable du végétal en France. Il y a 2 ans, Bergamote a rejoint le groupe Bloom & Wild pour conforter sa position de leader européen sur le marché du végétal. Et 2 ans après, Romain a annoncé son départ de Bergamote pour se concentrer sur des activités de business angel. Romain, bienvenue dans ce podcast. Merci Jonathan. Alors, il y a énormément de contenu sur toi, sur la genèse de Bergamote, sur l'histoire. Donc, on va essayer de prendre un angle un peu différent aujourd'hui. On va rentrer dans les problématiques e-commerce et contenu directement. Mais avant ça, quand même, avant toute chose, est-ce que tu peux nous parler de ton quotidien aujourd'hui et sur quoi tu es concentré ? Ouais, écoute, Bergamote, c'est fini, comme tu l'as dit. Ouais. Il a fallu débrancher la perfusion. Après 10 ans de boîte, 2 exits, ça n'a pas été évident de passer de 1 à 0 tout de suite, l'agenda vide. Mais t'inquiète pas, j'ai quand même bien réussi à remplir mon planning aujourd'hui. Donc, je fais pas mal de business angel, comme tu le disais. Ouais. Donc, j'investis dans des boîtes en seed, pré-seed, pour faire le 0 à 1 avec eux cette fois-ci. Ouais. Et je fais pas mal d'advisory pour des dirigeants, start-up plutôt, seed, série A, et les aider à accompagner les défis innombrables qu'ils vont traverser dans les prochains mois. Donc finalement, la vie est bien remplie. Il y aura sûrement une petite rechute un jour avec un projet, une nouvelle aventure entrepreneuriale. Pour l'instant, je profite de ces moments bien mérités. Ok, et justement, qu'est-ce qui te motive le plus dans ton quotidien maintenant que tu es passé de l'autre côté du filet, on va dire ? Ouais, de l'autre côté de la c'est d'aider les autres en fait. C'est de finalement transmettre une partie de ce que j'ai reçu, et ça compte. Tu vois, je fais pas ça pour l'argent, je fais pas ça pour le multiple ou le TRI, je fais ça tout simplement parce que l'aventure entrepreneuriale, c'est selon moi ce qu'il y a de plus beau dans le business. Et si je peux contribuer à ma moindre échelle, à aider ou à avoir un input significatif sur la décision, sur la trajectoire d'une boîte, je me couche en étant satisfait de ce que j'ai fait dans la journée. Bon, on fait un petit appel aux boîtes qui cherchent des business angels. Il y a Romain qui est là. On va rentrer dans le vif du sujet. On va directement maintenant parler de la vision e-commerce de Bergamote. Est-ce que tu peux nous en parler et nous la décrire ? Ouais. Alors nous, on a un positionnement assez singulier. On n'a jamais estimé qu'il y avait du e-commerce d'un côté et du retail ou du wholesale. Finalement, on a une vision très unifiée des choses. Donc il y a une boîte, une marque, une expérience client. Et l'e-commerce est un canal de distribution, finalement un moyen de sublimer cette expérience client. Donc pour moi, la vision, en fait, c'est un triptyque qui a fait ses preuves avec de nombreuses boîtes. C'est d'abord une marque forte, ensuite un engagement client, une expérience client absolument impeccable. Et puis, c'est quand même des métriques financières et de la data qui soient le plus irréprochable possible. Et justement, est-ce que tu peux nous partager un exemple d'initiative récente qui a eu un vrai impact sur le e-com de Bergamote ? Ouais. Écoute, quand on a été racheté, on était très centré sur le produit, sur l'expérience client justement. C'est compliqué de vendre des fleurs. Et notre concurrent, finalement, lui était Bloom & Wild, qui est devenu notre partenaire. Lui était très, très obsédé par la partie CRM et data. Pour te dire, ils avaient plus de 70 personnes sur cette partie-là à Londres. Non. Et le premier jour où je suis arrivé dans leur bureau, j'en revenais toujours pas. Donc je me suis dit, mais à quoi ça sert ? Et après 3, 4, 5 mois de discovery, on s'est rendu compte que le CRM était totalement sous-estimé chez nous. Ouais. Et donc, toutes ces initiatives autour du market automation, autour de la gestion des codes promo, autour de l'incentive, autour des A/B tests, qui avaient été largement survolés chez nous, en fait, on s'est rendu compte que c'était juste un réservoir de croissance incroyable. Donc, j'invite toutes les entrepreneuses et les entrepreneurs à bosser leur CRM et à pas simplement le survoler. Le CRM, c'est pas juste une campagne mail toutes les semaines. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et à la fin, quand je suis parti, on avait 700 scénarios sur 400 segments différents, avec des A/B tests qu'on traquait depuis la première navigation sur le site jusqu'au repeat 18 à 24 mois après. Et je pense que de vraiment concevoir l'expérience client dans son ensemble, c'est-à-dire du premier cookie laissé sur le site jusqu'à la 3e, 4e, 5e commande,
ça paraît absolument essentiel pour avoir des initiatives e-commerce qui soient puissantes et qui durent dans le temps. Parce que le vrai sujet dans l'e-commerce, c'est pas la première commande, c'est le repeat. Mais tu viens de nous parler justement d'expérience client. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret d'expérience client que tu as mis en place sur le site de Bergamote qui pourrait faire comprendre à nos auditeurs justement la brand, la marque Bergamote? Ouais. Alors en fait, ça a toujours été multi-touchpoint. C'est-à-dire que moi, je ne considère pas qu'on a eu, si tu veux, une disruption majeure sur l'intégralité de la chaîne. On a juste essayé de faire les choses un peu mieux sur chaque segment. Donc la première des choses, c'est que j'ai eu la chance d'avoir un CTO associé, ce qui nous a permis de sortir de Shopify. Tout le monde ne peut pas se le permettre, mais du coup, de builder sa propre tech, c'est quand même assez incroyable. Et donc l'expérience, en fait, elle est liée surtout au produit, où on lançait des collections tous les mois. Donc à chaque fois que tu reviens sur le site, l'offre est différente du mois d'avant. Et ça a un côté nouveauté, tu vois, driver de changement, renouveau, enclin au repeat qui est hyper fort. Et je pense que la base de l'expérience chez nous et de l'initiative autour du e-commerce, elle était faite autour de l'offre. On oublie très souvent l'offre. En fait, on parle beaucoup d'acquise, de CRM, de data, d'IA. Mais in fine, les clients, ils viennent chez nous parce qu'en fait, ils ont juste un produit qu'ils kiffent ou qu'ils trouvent beau, ou qu'ils trouvent bien pricé, ou qu'ils trouvent pratique. Et je pense que la base, le ciment, si tu veux, de cette expérience, ça reste le produit aujourd'hui. Et du coup, ça me fait penser, il y a un vrai parallèle avec le monde de la mode, puisqu'il y a des collections que tu faisais avec les plantes. Grave. Mais qu'est-ce qui vous a donné cette idée-là et pourquoi vous l'avez maintenue? C'est exactement ça. En fait, on s'est inspiré de la mode. On s'est dit que la fleur, c'était un métier, tu vois, un peu intimiste. Tu rentres dans une boutique, c'est toujours intimidant. Il n'y a pas les prix. Tu connais pas le nom des variétés. Tu as un peu l'impression de passer pour un guignol à chaque fois. Et donc, l'idée, c'était de sortir la fleur de son, finalement, carcan créatif très limité et de l'amener vers d'autres horizons. Donc, on a tout de suite fait des collabs, par exemple, avec des designers de mode, avec des grands chefs, des pâtissiers, des acteurs. Et l'idée, c'était vraiment de reprendre ce qui a fait le succès, par exemple, d'un Mage ou d'un Cézanne, à savoir des collections qui changent en permanence, des ventes privées ou des flash sales, et qui permettent en fait de créer de la récurrence. Tu vois, il y a un moment privilégié avec l'utilisateur ou l'utilisatrice. Et ça me fait penser direct au sujet du contenu. Ouais. Parce que vous avez fait du coup toutes ces collabs-là qui ont propulsé la marque Bergamote. Est-ce que tu peux me dire l'importance qu'a donné Bergamote au contenu durant toutes ces années? Il y a le grand poncif du content is king, mais il est absolument vrai et vérifié dans tous les cas. Et le contenu, chez nous, c'était merveilleux parce que la fleur, en fait, c'est un produit qui fait appel presque à tous les sens. Et pour le restituer sur un écran froid, c'est quand même ce qu'il y a de plus compliqué. Donc c'était absolument obsessionnel depuis le jour 1. Comment on fait pour restituer la puissance émotionnelle de la fleur à travers quelque chose, à travers finalement un écran, une vitre qui reste extrêmement statique et figée. Donc on n'a pas réussi tout le temps, c'était hyper difficile. On parlera de la solution de Join après qui permet de régler ça, notamment. Mais je pense que ça passait surtout par une vraie évangélisation et une capacité à produire du contenu en permanence qui soit le plus précis possible. Donc on a tout de suite investi dans un studio, tu vois, par exemple, dans lequel on avait une motion designer, une designer print, une designer web, une photographe, plusieurs photographes différentes pour chaque shooting, chaque collection, pour vraiment amener cet univers créatif au service de l'e-commerce. Et ça, en fait, il faut juste qu'on sorte du packshot, c'est pas possible, tu vois. On fait tous la même chose depuis des années. Et je pense que tout le monde a besoin d'avoir un process créatif qui soit le plus développé possible. Mais je suis complètement d'accord. Et en fait, comme tu dis, il faut sortir du packshot. C'était quoi les contenus qui fonctionnaient le mieux chez Bergamote? Tu vois, si on prend Insta, Ouais. qu'est-ce qui fonctionnait le mieux aujourd'hui? Alors, pendant longtemps, c'était les contenus un peu waouh qui n'étaient pas catalogue. Tu vois, donc par exemple, pendant la saison des pivoines, on shootait 200 pivoines dans la main de quelqu'un dans un parc. Tu vois. Et en fait, ça fait tellement rêver, ça fait tellement voyager, ça appelle quasiment tous les sens. Et on joue sur cette variable émotionnelle pour déclencher l'acte d'achat. Quand bien même le produit en photo sur Insta n'était pas dispo sur le site. Et c'est là où en fait on essayait vraiment de travailler tous les verrous de l'acte de l'empêchement d'achat au service de l'émotion. Et donc tu vois typiquement ce genre de contenu un peu waouh, tu as des maisons qui débordent de fleurs, des balcons qui débordent de plantes, tous ces contenus très inspirationnels. En fait, ils ont toujours cartonné chez nous. Parce que les gens, ils venaient pas pour savoir si on avait lancé tel bouquet à tel prix avec tel nombre de tulipes, ils venaient ici pour s'évader. Mais je pense que c'est un vrai conseil qu'on peut effectivement donner à toutes les marques, c'est qu'il n'y a pas que vos nouveaux produits ou vos nouvelles offres à mettre sur vos réseaux sociaux, bien au contraire. Ouais. Comment on peut faire voyager les gens, et en l'occurrence vous sur les fleurs,
c'était de parler de l'univers des fleurs de façon générale. Exactement. En fait, le produit, c'est la conséquence pratique, si tu veux, de l'émotionnalité que tu vas développer autour d'une marque. Donc, ce n'est finalement qu'une finalité. C'est évidemment un driver de chiffres. Mais avant ça, il faut jouer vraiment sur la puissance créative de la marque et s'échapper au maximum de l'offre catalogue, packshot, et faire un peu rêver les gens, tout simplement. Et sur la partie, je vais un peu digresser sur la partie collab. Ouais. Alors, vous avez de la chance de faire des collabs avec des gens qui avaient des communautés extrêmement fortes. Donc, forcément, on capitalise sur les communautés des gens. Mais pour des marques, tu vois, qui vont être peut-être un peu plus petites, Ouais. est-ce que tu leur conseilles, elles aussi, de tabler sur le monde de la collab ? 100 000 fois, et puis il faut y aller au culot. On a bien commencé petit, tu vois, au départ, Bergamote, c'était personne. La première collab, 2016, c'était Sarah Lavoine. Ensuite, on a eu Pierre Hermé. Il suffit simplement de taper à la porte. Et parfois, avec un peu de chance, un peu de culot, ça passe. Donc oui, j'invite toutes les marques, aussi petites soient-elles, à développer ça. C'est gratos, enfin, c'est très souvent... En tout cas, il y a peu de cash. Et le ROI est tout à fait maximisé. Partage d'audience, développement de la marque vers de nouvelles audiences, des nouvelles clientes. Et ça, pour le coup... ça fait rêver aussi les marques statutaires avec lesquelles on bosse. On a l'impression que seuls eux vont nous apporter quelque chose. Non, pas du tout, parce qu'une jeune marque, elle apporte aussi sa fraîcheur, son dynamisme, sa communauté pointue, ses prescriptrices. Et donc forcément, tout le monde a un truc à gagner dans ce genre de collab. Mais surtout que je trouve qu'aujourd'hui, le monde de la collab est très réservé à la mode ou aux sneakers. Alors qu'en fait, tu vois, vous êtes... C'est ça, Bergamote, marque végétale. Ouais. A fait des collabs. Donc en fait, tu dis si Bergamote a fait des collabs, en fait, je pense que toutes les marques peuvent en faire. Évidemment, tu vois, on a fait des trucs improbables avec des chefs. On a fait avec Uber Eats, par exemple, on a fait une collab sur un bouquet comestible. Uber Eats nous a dit, moi, je veux le livrer et je veux que les gens puissent le manger. Au début, tu te dis, putain, quand même, c'est pas évident. Et en fait, on a réussi à faire un truc incroyable, tu vois, et ça a été le bouquet du mois sur Uber Eats pendant un mois. Tout d'un coup, tu as 2,5 millions de personnes qui découvrent l'offre. Pour Uber Eats, c'est chambé parce que du coup, tu as finalement une nouvelle approche de la consolidation de ta marque. Et pour l'utilisateur final, avoir un bouquet comestible, c'est quand même juste un truc incroyable aussi. Et vous avez fait quoi comme bouquet au final ? Et ben, écoute, c'était un bouquet qui se mangeait intégralement avec du thym, du romarin, du laurier. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait des violettes, il y avait des capucines, voilà, tout un tas de fleurs qui se mangent ou que tu peux mettre en décoration dans une assiette. Et ça a cartonné, on en a vendu, je sais pas, peut-être 15 000 ou 16 000. Incroyable. Donc vraiment ne jamais présumer de rien. Une collab, ça se fait quasiment tout le temps, à condition évidemment de trouver le bon angle. Bien sûr. Et puis, ce qu'il faut vraiment dire, c'est que, on n'est pas limité, même si on n'est pas une marque de mode ou une marque fashion ou une marque de sneakers, je veux dire, Exactement. On peut faire de la collab. Exactement. Et de deux, c'est pas parce qu'on est une petite marque, entre guillemets, qu'on va pas intéresser des grandes. Au contraire, ils veulent aussi se diversifier et aller toucher des niches ou des produits sur lesquels on ne les attend pas du tout. Exactement. Si on revient maintenant un peu plus à la partie de tes équipes, j'aimerais comprendre comment les équipes justement social media qui travaillent sur le contenu travaillaient main dans la main avec les équipes e-commerce. Comment ça marchait ? Alors nous, c'est même un peu plus que main dans la main, parce que tout est unifié. On a une vision qui ne fait pas de distinction entre e-com, app, retail, etc. Donc c'est la même team, en fait. C'est la team brand et marketing. On avait à la fois un pôle studio, qui était vraiment le poumon créatif de la boîte, un pôle social media, qui lui s'occupe de relayer tous ces éléments créatifs sur tous nos touchpoints marketing. Et après, on avait un pôle brand qui lui s'occupait plutôt de la RP, du branding, des collabs notamment. Et tout ça, en fait, fonctionne main dans la main en permanence parce que j'estime que voilà, il n'y a pas 2 ou 3 pôles différents. C'est une seule vision, une seule approche, une seule expérience client, une seule roadmap market et commerciale. Et je pense que j'ai toujours trouvé que c'était la façon la plus efficace de bosser. Et est-ce que justement, tu as des exemples d'initiatives récentes liées au contenu, vraiment chez Bergamote, qui ont drivé du business ? Ouais, écoute, je pense que les campagnes UGC, notamment, ont fonctionné de manière assez incroyable, notamment grâce à Join, on en parlera juste après, mais en fait, on a toujours eu un problème de restitution du contenu en live chez les gens. Tu vois, c'est bien joli de faire des super shootings dans des superbes apparts haussmanniens ou à la campagne, dans un corps de ferme rêvé, mais en fait, ce qui compte, c'est quand même de retrouver ce produit dans la vraie vie. Et donc, l'UGC, on estime, nous, que c'est finalement peut-être le meilleur driver de vente. Et donc, on a fait tout un tas de campagnes, notamment auprès de micro-influenceurs. Tout le monde s'attelle à travailler avec des influenceuses qui ont 50, 60, 500 K followers. En fait, je trouve que les plus puissantes, moi, c'est celles qui sont plutôt en dessous, entre 2 et 15 K, parce qu'elles ont des communautés qui sont hyper engagées. Il y a moins d'overlap aussi
avec les grosses influenceuses. Et ça permet de diffuser ton message de manière beaucoup plus précise. Et donc, typiquement, on a lancé une offre jardin et on avait fait un truc qui s'appelait le Garden Crew avec 150 micro-influenceuses qui nous remontaient des photos d'elles en train de planter leur olivier dans leur jardin ou de faire leur balconnière ou d'installer leur salon de jardin. Et en fait, ce contenu, c'est le contenu que les gens cherchent, tu vois, du contenu de la vraie vie, raw, tu vois, sans filtre, honnête, intègre et finalement efficace. Et sur lequel on peut s'identifier. Exactement. Parce que c'est vrai que quand on voit une influenceuse qui a entre 2 et 10K, on a une espèce d'accroche un peu plus forte qu'une influenceuse qui a 500K où on se dit, en fait, elle vit limite pas dans le même monde que moi. Exactement. C'est finalement cette capacité de mimétisme, tu vois, ou de projection dans l'univers de l'autre qui fonctionne très bien avec la micro-influence. Et à quel point tu conseilles les UGC? Alors, on va quand même rappeler, les UGC, ça veut dire les User Generated Content, donc les contenus produits par la communauté. Ouais. Est-ce que tu conseilles aux marques e-com aujourd'hui d'investir sur les UGC? Pour moi, c'est l'avenir. C'est l'avenir, l'approche catalogue, statutaire, avec la campagne annuelle, avec le grand photographe. C'est génial, ça fait rêver, mais c'est pas raw, c'est pas authentique. Et donc, la micro-influence permet d'alimenter cette démarche beaucoup plus authentique qui finalement fait le succès des marques d'aujourd'hui. Une marque authentique, c'est une marque qui réussit. Et justement, on en parlait avant en se disant comment il y a une expérience unifiée et donc le site est finalement un miroir des réseaux sociaux. Ouais. Et nous, on est très fiers chez Join de pouvoir vous accompagner dans justement le fait de pouvoir intégrer du short content vidéo et notamment UGC directement sur vos pages produits. Alors, je vais quand même faire un petit rappel. Une web story, c'est comme une story Instagram, sauf qu'on peut l'intégrer sur son propre site, qu'elle est intemporelle, c'est-à-dire qu'elle ne va pas disparaître au bout de 24 heures et qu'elle va surtout pas ralentir le site parce qu'on sait que la vitesse est directement liée aux performances. Et donc, j'ai cette première question qui me vient, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à choisir une solution de short content vidéo pour aller en intégrer sur les fiches produits de Bergamote? Pour moi, c'était une évidence. Et je dis pas ça parce qu'on est dans Storytime. Franchement, la première fois que j'ai vu les bulles Story Join sur un site, je me suis dit, OK, c'est ce qu'il nous faut. Parce que la restitution, en fait, elle est instantanée dans une story, c'est génial. Mais Instagram, c'est pas le reflet de la réalité de l'audience. C'est une petite partie de l'audience. Et tu vois, moi, j'estime que Instagram, ça devait être peut-être 7-8% de notre trafic. Donc, comment faire pour parler aux 92-93% restants? Et j'ai toujours eu cette frustration du slider, donc du carrousel statique, tu vois, super, tu fais défiler 7-8 photos, c'est génial. Dès que tu essaies de mettre une vidéo, t'alourdis les perfs du site, c'est le drame, les CTO hurlent, bref. Et du coup, en fait, quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, waouh, c'est ce qu'il nous faut parce que, en fait, on a un contenu qui évolue tellement, notamment avec ce système de collection, on lance 200, 300 bouquets par an, 50, 100 plantes minimum. Donc, t'as pas le temps de refléter la puissance de finalement de ce driver de changement sur ton site. Parce que le temps que tu écrives une fiche produit et que tu fasses un shooting packshot, tu es déjà passé au bouquet suivant. Et donc la story, en fait, elle nous permet d'être un reflet de nos publications Instagram, donc d'être beaucoup plus rapide, tu vois, de s'adapter beaucoup plus à la roadmap et au planning de lancement. Et donc moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une solution comme ça, à bien des égards, et on va en parler sur les attributs du produit. Mais clairement, je pense que le truc qui était le plus important pour moi, c'était de s'adapter à son audience en permanence et de restituer une image qui soit la plus fidèle, la plus up-to-date pour les visiteurs. Et on parlait justement du pouvoir des UGC juste avant. Ouais. Et en se disant comment ces UGC ils peuvent impacter les visiteurs de site au bon moment pour les transformer en acheteurs. Exactement. Tu vois, sur la partie UGC, je crois que sur Insta, on devait avoir 37 ou 38 000 hashtags Bergamote. Et en fait, ça, c'est du contenu Goldmine, c'est vraiment un truc extraordinaire qu'on ne pouvait pas exploiter. Alors de temps en temps, de manière manuelle, on appelait une influenceuse ou une cliente pour dire écoutez, est-ce qu'on a le droit de republier ça? Parce qu'il y a un volet juridique aussi qui est important sur l'autorisation, sur la gestion des droits. Et en fait, c'était une frustration immense, tout le temps. Et avec Join, en fait, la killer feature pour nous, ça a été d'abord de pouvoir demander de manière automatique l'autorisation à la personne propriétaire de l'IP, de la photo ou de la story, de la republier, et ensuite de pouvoir la restituer sur notre site, pour que les 92% restants d'auditeurs qui passent jamais sur Insta, ou très peu, puissent l'avoir. Et donc, en fait, on a cartonné avec ça. On a eu une augmentation du taux de conversion, donc de l'add to cart directement sur les fiches produits. On a AB testé ça, pas mal, avec à la fois d'un côté une campagne, un segment A
sans story join et un segment B avec story sur les mêmes fiches produits. Et la to-cart, en fait, était 3 à 4 points de pourcentage supérieurs avec les story join. Et ce qui est génial, c'est qu'effectivement, on n'a pas réinventé la roue. C'est qu'en fait, on a apporté des réponses avec le bon format aux questions que les visiteurs se posent. Et tout de suite, tu casses les freins à l'achat. Exactement. Surtout sur un produit, tu vois, aussi complexe que la fleur. Parce que, en fait, tu dois être. Parce qu'il y a l'UGC qui est évident, mais il y a aussi d'autres aspects qui sont fondamentaux. Typiquement, nous, les gens n'ont jamais vraiment compris comment on arrivait à livrer les gens en 2 heures à Paris, comment on arriverait à les livrer le lendemain matin à Dax ou à Strasbourg. Ils nous disaient toujours, mais vous avez des antennes locales, vous passez par un fleuriste. Ça a été la question, enfin presque le drame de ma vie, parce qu'on a carrément raté un truc là, on était incapable d'expliquer. Et en fait, avec une story, notamment sur un site, tu peux expliquer le process de A à Z, de l'approvisionnement des fleurs, en passant par la conception, jusqu'à la livraison et l'unboxing. Et ça, en fait, c'est un truc que j'avais jamais réussi à restituer, cette fameuse chaîne logistique, avant la story sur notre site. Donc tu vois, ça dénoue aussi des situations qui sont difficilement explicables. Et un autre aspect qui était tu vois, assez puissant, c'est que nous, on considère l'expérience comme un tout. Tu vois, tout est unifié. Donc finalement, tout compte à tous les moments. Mais l'unboxing, c'est une situation assez privilégiée, qu'on d'ailleurs sous-estime énormément. Ce moment précieux où en fait, la cliente ou le client se retrouve avec ton colis, tu vois. Et cette expérience d'ouverture, pour moi, elle est clé. Ça fait appel à beaucoup de variables émotionnelles. Et en fait, on n'a jamais réussi à expliquer, autrement que par du texte, pourquoi un effet bouquet, quelles étaient les fleurs qu'on avait choisies, c'était quoi l'inspi qui était derrière, tu vois, c'était quoi la dynamique. Et c'est vrai qu'en fait, les gens n'ont pas le temps de lire, donc tu vois, c'est juste chiant. Et quand on a mis en place un QR code Join sur nos packaging, enfin, on a pu se permettre de faire un truc incroyable, qui était un message vidéo de la DA ou du fleuriste qui avait confectionné le bouquet en disant bah, « Salut, je m'appelle Clémence, j'ai fait ce bouquet pour vous avec des tulipes, des anémones et des renoncules. Et on est ravis de l'avoir fait pour vous. On espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à partager vos feedbacks avec le hashtag Bergamote sur Insta. » Donc tu vois, tu crées un cercle vertueux de ouf qui permet d'avoir une boucle, une espèce d'infinite loop de positif feedback en permanence. Bien sûr, et puis en plus, la story au moment de l'unboxing peut te permettre aussi d'aller chercher du repeat parce que tu vas aller voir ton contenu, tu peux flaguer les prochaines fleurs ou le vase qui peut aller acheter avec et tu peux tout de suite rediriger les gens vers ton site. Exactement. Chose que tu peux pas faire juste avec ton packaging non. en fait. Non, et en plus de ça, tu as un côté data puisque comme les URL sont traquées, en fait, ça te permet de savoir qui l'a consulté, quel est le drop time, est-ce que ça a finalement permis de concrétiser une nouvelle commande. Et ça, en fait, ce côté feedback data, tu l'as pas avec du texte, ou avec un petit Bristol ou un petit papier de remerciement dans un colis. Ça marche pas. Et je pense que en fait, tout le monde devrait s'en inspirer, tu vois, même dans les magasins. Je veux dire, tu veux essayer une robe demain, ça serait très cool d'avoir un QR code que tu flashes, où tu peux voir des micro-influenceuses ou des clientes, finalement comme toi, qui l'ont testé, et 6 mois après, qui sont ravis. Voilà, c'est des choses auxquelles on pense pas du tout. C'est pour ça que j'appelle ça vraiment vision du commerce unifié. C'est que en fait, l'usage de la story, elle n'est pas juste web, elle est aussi dans le monde réel. Bien sûr, c'est l'usage finalement du short content vidéo à tous les touchpoints clients. Je pense que quand on a compris ça et qu'on sait que le contenu peut aller vraiment aller chercher soit de l'émotion ou même de la réassurance, tu vois, sur des éléments. Par exemple, c'est ça la livraison. La livraison, c'est on te dit à un moment donné, voilà comment on fait pour te livrer le lendemain matin. Et en fait, c'est factuel et on te montre. Et donc, dans ce cas-là, tu y crois. Et ça, c'est le pouvoir du contenu, en fait. Exactement. Et finalement, ce privilège d'avoir cette exposition presque intime grâce à l'unboxing avec le client ou la cliente, que tu n'as pas sur le site. Exactement. Sur le site, tu as 10 000 personnes en même temps, il n'y a pas de relation intime. L'unboxing et finalement la découverte du produit, c'est un moment privilégié entre une marque et son consommateur. Et on a tendance à l'oublier. Pourquoi les marques ont tendance à oublier ce moment unboxing ? Parce que c'est dans la grande catégorie logistique. Et tout ce qui est logistique est un peu chiant, quoi. Okay. On préfère se concentrer sur la brand, sur l'acquise, etc. Mais en fait, voilà, on a toujours parti du principe que c'était une expérience intégrale. Et je pense que chaque DNVB ou chaque marque D2C devrait prendre en compte tous les aspects de sa chaîne de valeur. De la création du produit jusqu'à l'unboxing. Mais surtout qu'en plus, quand on se met, nous, dans nos baskets de clients, quand on reçoit un colis, il y a toujours cette petite excitation de recevoir son colis. Évidemment. Donc quand tu as quelqu'un qui te parle pendant ton unboxing,
qui t'explique comment le bouquet a été confectionné, en l'occurrence pour Bergamote, mais ça s'applique pour toutes les marques finalement. Parce que nous, on se rend compte chez Join, par exemple, qu'une des catégories de story qui performe le mieux, c'est un truc auquel on ne s'était pas du tout attendu, c'était le mot du fondateur ou le mot de la fondatrice. Ça incarne les valeurs de la marque, ça humanise en fait qui est derrière le projet. Et quelque chose aussi que les gens ont tendance à oublier, c'est qu'on dit souvent humaniser votre marque, et donc on passe par effectivement des influenceurs, des créateurs, tu peux l'appeler comme tu veux. Mais en fait, humaniser sa marque, c'est aussi avec de l'interne. Tu le disais très bien, Clémence, chez toi, en fait, c'est une personne qui travaille chez Bergamote qui t'explique comment elle a confectionné le bouquet. Donc nous, c'est vraiment quelque chose qu'on voit de plus en plus avec toutes les marques qu'on accompagne, c'est qu'on peut humaniser sa marque à coût zéro en prenant les gens qui sont en interne dans sa marque. Et il suffit d'être, j'allais dire deux, mais il suffit d'être une personne pour humaniser. Soi-même, on peut se mettre devant une caméra et se filmer. Et ça, les gens ont, je pense, tendance à l'oublier. Ouais. Exactement. Et tu vois, on avait un autre exemple qui était hyper cool. Les plantes, c'est compliqué, tu sais. Est-ce que je mets pas assez d'eau, trop d'eau? Est-ce qu'il faut beaucoup de lumière, pas assez de lumière? Et en fait, Sophie, qui était finalement notre Madame Plante chez Bergamote, qui est chez Bergamote, qui les sourçait, qui les référençait sur le site. À chaque fois qu'on avait une plante qui était livrée, on utilisait une autre story Join qui permettait de présenter Sophie, pourquoi elle avait choisi cette plante, d'où elle venait. Donc parfois, on faisait des stories, tu vois, dans les champs d'oliviers en Italie. Tu vois, c'est trop cool parce que tu as le birth, là, tu vois, la naissance même du produit. Tu te dis, tu le visualises tellement bien. Et en même temps, on était capable de lui dire, voilà, les conseils de Sophie, c'est un demi-verre d'eau par semaine, en été, augmenter un peu l'arrosage, retirez-le de la fenêtre. Et ça, en fait, finalement, tu as ce côté humanisation, praticité, authenticité, data-driven, parce qu'encore une fois, c'est traqué. Et puis, le mot du fondateur, tu as raison, c'est un truc auquel on ne pense jamais. Et chez Bloom & Wild, c'est les magiciens de cette utilisation-là. Et donc, ils utilisent beaucoup le fondateur, tu vois, en CRM Automation notamment, pour faire parler la marque et la personnifier. Et ça, je pense qu'on a toujours tendance un peu à se cacher derrière notre écran, on est timide, machin, mais il faut y aller, quoi. Bien sûr. Et puis si c'est pas le fondateur, parce qu'à un moment donné on n'aime pas se mettre devant la caméra, on peut prendre quelqu'un d'autre qui va incarner les valeurs de notre marque. Exactement. Il n'y a aucun problème avec ça. Et je fais juste un parallèle, effectivement. Alors là, tu as Sophie chez toi qui donnait des tutos et des conseils, mais ça s'applique à toutes les marques. En fait, les tutos et les conseils sur son produit, qu'on fasse du voyage. J'ai un exemple avec Explora Project qu'on accompagne. Explora Project, ils mettent des conseils vraiment directement sur les fiches produits de leur voyage, où ils expliquent en fait, quand tu arrives dans le pays, en fait, comment tu vas faire sur ton day one. Et ça reste du conseil en fait. Et donc ça s'applique à tout, et ça je pense qu'il faut vraiment pas l'oublier. Imagine, tu vois, la remontée en live, en story, t'as ton itinéraire voyage, le jour 4, vous allez passer par, je sais pas, le temple de Petra, tu vois. Et en fait, t'as la story qui te tease Petra. Du conseiller voyage de Petra, tu vois, en disant, voilà, regardez, prenez le sentier à gauche, là vous verrez, il y a une oasis incroyable, enfin bref. Tu vois, t'es déjà dans l'étape d'après en fait. Tu sais, tu t'es déjà projeté. Exactement. Et en fait, on humanise et on rend authentique la relation des marques avec leurs consommateurs. Je pense que c'est aussi un vrai conseil qu'on doit faire passer aux auditeurs, c'est quelle que soit la marque, il faut l'humaniser. Tu parlais du GC en disant c'est le futur. Je pense que dans tous les cas, il faut penser encore une fois à l'interne aussi. Tout ce qui peut être facteur d'humanisation de votre marque, c'est en vérité un facteur de différenciation aussi, je pense, face à la concurrence. Absolument. On va rentrer maintenant dans la dernière partie. Tu nous as dit au début de l'échange que tu accompagnais de nombreuses marques. Imaginons qu'on ait une petite souris, qu'on va se glisser, tu vois, dans tes entretiens avec les fondateurs et les fondatrices que tu accompagnes. La première question que j'ai pour toi sur ce sujet, c'est quoi les défis majeurs auxquels les entreprises e-com sont confrontées aujourd'hui et comment elles peuvent les surmonter? Je pense qu'il y a un sujet dont beaucoup parlent et personne n'arrive véritablement à se rendre compte de l'impact que ça va avoir, c'est l'IA. Mais l'impact va être majeur. Je pense qu'il va déverrouiller un nombre de croyances énorme chez certains, et je pense qu'il faut prendre le pli le plus vite possible. Donc si vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir quelqu'un à temps plein dessus, mettez un stagiaire qui soit au moins au courant des interfaces et des bonnes pratiques. Je pense que ça va balayer bien des fonctions e-commerce. Je pense au service client notamment. Je pense à l'acquise. Je ne sais pas si tu as vu les tests qui ont été menés, notamment GPT versus AdWords sur des campagnes d'acquise. Non, dis-nous. GPT explose les enchères automatiques, l'automatic bid d'AdWords. On a vu ça sur la météo pas plus tard que la semaine dernière. Le programme IA, je crois que c'est 15 jours de prévision météo à Los Angeles, a battu tous les prévisionnistes météo. Donc forcément, dans le e-commerce, on ne va pas y échapper. Et
Et ça, c'est un truc qu'il faut embrace, qu'il faut embrasser très, 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 très vite, parce que ça va être une déferlante d'automatisation, d'optimisation des process. Et ça, en fait, il faut s'y mettre le plus tôt possible. Et tu nous parlais du support client. Ouais. Est-ce que tu vois, il y a d'autres fonctions Support client, acquise, brand, une boîte comme Mindjourney, que vous connaissez peut-être. Mindjourney, en fait, ça permet avec 3 ou 4 mots, de faire une campagne photo ou vidéo. Je pense que en fait, ça va supprimer bien des fonctions, ça va optimiser aussi bien des process. Et donc, je pense qu'il faut s'y mettre le plus tôt possible, sur tous les touchpoints. Et finalement, ça fait peur sur le coup, mais ce n'est ni plus ni moins qu'une interface, qu'un bot qui permet d'améliorer, d'optimiser ses process. Il ne s'agit pas de licencier 400 personnes demain. Il s'agit juste de faire son travail de la façon la plus idoine et la plus optimisée possible. Je pense que c'est quelque chose qu'on a finalement assez peu entendu. On applique beaucoup l'IA à la tech ou autre, et en fait, on ne se rend pas compte des impacts majeurs que ça va avoir sur l'e-commerce. Il n'y aura plus de shooting, il n'y aura plus de packshot, il n'y aura plus de rédaction de fiches produits, il n'y aura plus de rédaction de blog. Le service client sera automatisé, au moins pour 80% sur WhatsApp. Je parle pas suffisamment de WhatsApp non plus, mais je pense que WhatsApp, c'est the next big thing aussi dans l'e-commerce. Je vois là des enjeux majeurs qu'il faut épouser aujourd'hui, c'est pas demain, c'est vraiment aujourd'hui. Et tu vois, on peut faire un parallèle avec tout ce qu'on a dit sur la partie UGC. Ouais. En fait, est-ce que tu penses que demain, le futur, ça va être toute cette partie humanisation, où là, quoi qu'il arrive, il y a besoin d'humains. On va pas mettre des mauvais bots. Et de l'autre côté, toute la partie IA avec l'automatisation. Est-ce que tu penses que c'est ça qui va avancer ? Je pense qu'il y aura deux mondes, effectivement. Le monde encore très artisanal qu'on aime, très créatif, très humain, qui sera la valeur ajoutée des marques. Et ensuite, les autres éléments qui sont des éléments de standardisation, où il y aura peu de différenciation, ou en tout cas, il y aura de la différenciation entre celles qui ont épousé l'IA et celles qui ne l'ont pas fait. Mais pour celles qui l'auront fait, il y aura peu de différenciation. Donc pour moi, la différenciation, elle se fera sur le contenu, sur la qualité de cette fameuse humanisation dont on a parlé ensemble, et la qualité du produit intrinsèque. Je veux dire, faire des fleurs, GPT fera pas de fleurs demain, faire des sous-vêtements ou des baskets, c'est pareil. Donc reconcentrons-nous sur l'essentiel, et essayons finalement d'optimiser, de processiser, d'automatiser au max tout ce qui peut être fait par un bot. Et je pense que le meilleur des deux mondes en plus peut se rejoindre. J'ai un exemple concret qui me vient en tête. Je pense à une société assez incroyable qui s'appelle Submagic, qui te permet de faire des sous-titres sur tes vidéos automatisés avec les bons emojis, etc. Et en fait, les vidéos, ce sont des vidéos très brutes, faites par des créateurs. Tu vois des gens facecam, et Submagic va te faire tous les sous-titres derrière, avec de l'IA. Et c'est le meilleur des deux mondes. C'est vraiment comment j'augmente ma vidéo humanisée grâce à des sous-titres, parce qu'on sait que 80% des gens aujourd'hui regardent la vidéo sans le son. Et c'est là où tu as le meilleur des deux mondes. C'est assez intéressant. C'est quoi pour toi les 3 piliers indispensables d'une stratégie contenu, e-com qu'est-ce que tu donnes comme conseil sur cette partie contenu aux marques que tu accompagnes plutôt ? Alors, je pense que le premier embryon de réponse, c'est d'avoir une roadmap commerce, marketing qui soit la plus optimisée possible. Trouver des façons de faire parler de vous en permanence. La puissance du message, elle se fait dans la répétition. Ne pensons pas que parce qu'on fait une campagne dans le métro un jour, ou qu'on a fait un petit coup de buzz avec une influenceuse sur Insta, la marque est pérennisée. Pas du tout. C'est la répétition de ce message à travers les âges et les années qui crée cette puissance de rayonnement pour chaque marque. Donc, roadmap, où on fait parler de soi en permanence. Donc, trouver des angles, ça peut être les fameux marronniers de l'année, la fête des mères, les soldes, le Black Friday, peu importe. Mais ça peut aussi être des angles qu'on crée soi-même. Et typiquement, nous, ces fameuses collabs qu'on crée peut-être 5, 6, 7 fois par an, elles n'avaient pas de lien avec l'actualité produit ou l'actualité calendrier en particulier. Voilà. Et puis ça peut être aussi sur la politique produit, lancer des flash sales, des drops, les produits du mois, voilà. Essayer de créer de la récurrence au max pour favoriser la LTV. Moi, je pense que le contenu, c'est un truc qui doit être au bénéfice d'une LTV bonifiée et pas le contraire. On ne fait pas du contenu pour du one-shot, on fait du contenu pour créer un engagement et du repeat sur la durée. Donc ça, c'est peut-être le premier conseil. Le deuxième, on en a déjà parlé, c'est un peu ce contenu chaud, tu vois. Sortons du packshot, sortons du carrousel. Ça, c'est juste plus possible, c'est saut année 2000, quoi. Et ça, l'UGC, notamment via les web stories, permet de sortir de ça. Et puis ensuite, parlons de contenu de qualité, contenu authentique. Ça peut être sur l'engagement sociétal, ça peut être sur l'engagement responsable des marques. Ça, je pense que c'est clé parce que ça parle aux gens. Quand on le fait bien, quand c'est juste je compense relax, je compense mes vols parce que du coup je plante des arbres, ça marche plus, c'est terminé. Mais en revanche, parler de manière raw, manière authentique, ça, je pense que ça fonctionne encore beaucoup. Et justement, pour faire le parallèle avec ce que tu dis,
c'est quoi pour toi l'impact du snack content vidéo directement intégré au site là dans le futur? Je pense que c'est pareil en fait. C'est un, créer du lien, et deux, être capable de le perpétuer, de le maintenir dans le temps. Tu vois, parce que sous un format, c'est pas un format chiant. Tu vois, lire une fiche produit, il n'y a rien de plus chiant. Lire les specs, les descriptions, c'est l'horreur. Là, avec du snack, tu cliques, tu es dans le métro, t'es chez toi dans ton canapé, ça prend 10, 15, 30 secondes. Finalement, ça permet d'imprimer le message et de garder ce lien entre la marque et son client, sa cliente, de manière un peu privilégiée. Et comment tu vois l'évolution de l'e-commerce dans les années à venir? On en a parlé, il y a l'IA. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses, d'autres éléments que tu vois? Pour faire le vieux con, il faut vraiment surveiller ses marges. Ça, c'est un truc qui est totalement sous-estimé de la part des marques. C'est terrible. En fait, j'ai presque envie de lancer un livre blanc sur la tenue des marges, la CM1, la CM2, la CM3, ce qu'on met dedans. C'est clé. Si votre modèle il n'est pas rentable, si la CM3 elle est en dessous de 10% au démarrage ou après 1 ou 2 années, changez de métier. Vous ne gagnerez jamais d'argent. Et aujourd'hui, le e-commerce, il se valorise non pas en multiple de chiffre d'affaires, mais en multiple d'EBITDA. On a une crise quand même majeure du financement des entreprises en croissance aujourd'hui. Et on revient à des principes de réalité. Un compte de résultat, c'est du chiffre d'affaires, mais c'est surtout de la marge et c'est de l'EBITDA après et avant tout. Et donc voilà, le conseil que j'ai à donner, c'est vraiment de tenir ses marges et de ne pas sous-estimer ce qu'on met dedans. Typiquement, le service client, moi je vois toutes les boîtes qui mettent ça dans les charges fixes. Mais non, c'est une charge variable puisqu'elle dépend de l'activité. Et donc forcément, si vous intégrez 5 ou 6 ETP service client dans votre PNL, des charges fixes jusqu'aux charges variables, bah, c'est plus pareil. De 23% de CM3, vous passez à 12 ou à 5. Et vraiment, je pense que ça doit être obsessionnel en fait. Le pilotage des marges, il faut créer des marques aujourd'hui qui soient rentables. La courbe en J, oui, donc on accélère, on accepte de perdre de l'argent pendant 2-3 ans, mais on se donne un objectif de durée max, c'est peut-être 3, c'est peut-être 4, peu importe en fonction des marques et de leur niveau de trésorerie, mais à un moment, il faudra gagner de l'argent. Hyper intéressant. Bon, merci beaucoup pour ta contribution sur ce podcast, Romain. Franchement, moi, j'ai été ravi de t'accueillir, j'ai appris beaucoup de choses. Je pense que nos auditeurs aussi. Pour tous ceux qui sont intéressés par Join et par les web stories et par visualiser même ce qu'on a fait avec Romain sur Bergamote, je vous incite à aller sur join-stories.com et nous on se retrouve très très vite pour les prochains épisodes de Storytime. Merci. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Merci Romain. Je t'en prie, salut.